Le soleil de fin septembre caressait doucement la roseraie de Harclay Manor, dorant les dernières fleurs d'un or mélancolique, reflet de la fin de saison. Miss Jane Marple, venue prendre le thé chez sa chère amie Lady Evelyn Hartley, se pencha pour examiner une particulièrement belle Madame Alfred Carrière et découvrit à la place le corps de Thomas Ashworth, l'intendant du manoir, gisant sans vie parmi les ronces. « Evelyn !» appela Miss Marple d'une voix empreinte de cette assurance particulière que seule une longue vie permet de savoir que la mort violente peut gâcher même les plus beaux après-midi. « Je crains que vous ne fassiez mieux d'appeler la police. » Lady Evelyn Hartley, une femme de 65 ans, dont l'allure aristocratique s'était forgée au fil de 50 années passées à gérer les crises domestiques, avec le même calme qu'elle appliquait aux comités paroissiaux, apparut à la porte du jardin. D'un seul regard, elle embrassa la scène. Le corps de son intendant, tordu parmi les roses, le visage congestionné et sombre, les doigts encore crispés sur son col comme s'il luttait pour un souffle qui ne venait pas. Un plateau d'argent gisait renversé à côté de lui, les couverts à thé éparpillés sur les dalles. La délicate tasse Wedgwood, sa deuxième plus belle porcelaine, était brisée, son contenu tachant la pierre grise d'un noir sanglant. « Thomas !» murmura Lady Evelyn. Puis, reprenant ses esprits avec un effort visible, « Bien sûr, le téléphone. L'inspecteur Craddock devra encore être à Muchpenham. Il est venu parler à l'Institut des femmes au sujet des cambriolages du mois dernier. » Elle marqua une pause, le regard fixé sur le visage du défunt. « C'est très étrange. Il a apporté le thé à la bibliothèque il y a à peine 20 minutes. Il semblait en pleine forme. » Miss Marple s'agenouilla près du corps avec un pragmatisme qui aurait surpris ceux qui n'avaient vu que ses cheveux blancs et soyeux et son doux sourire. Elle ne toucha à rien, mais ses yeux d'un bleu clair ne manquèrent rien non plus. La légère odeur d'amandes amères qui flottait dans l'air immobile, les traces d'écume aux commissures des lèvres d'Ashworth, la façon dont sa main droite avait griffé la terre comme pour s'accrocher à la mort. Et là, écrasée sous son épaule, une rose unique et parfaite. La même variété qu'elle s'était penchée pour admirer, dont les pétales commençaient déjà à brunir sur les bords, meurtris par son poids. « Du poison, » dit-elle doucement. « Quelque chose de rapide. Et si je ne m'abuse, le vecteur était ce thé. » Elle désigna délicatement la tasse brisée. Mais reste à savoir si c'était destiné au pauvre monsieur Ashworth ou à quelqu'un d'autre. Lady Evelyn porta la main à sa gorge. Quelqu'un d'autre ? Mais qui ? Elle s'interrompit, la compréhension l'envahissant avec une horreur visible. Le thé était préparé pour vous et moi, Jane. Thomas nous l'a porté au salon. Les deux femmes échangèrent un regard par-dessus le cadavre, et dans ce regard partagé résidait la compréhension de ce qui avait failli se produire. Puis, Lady Evelyn se retourna avec une précision militaire et alla téléphoner à la police, laissant Miss Marple seule avec le corps de Thomas Ashworth et les roses fanées. Miss Marple se leva lentement, les genoux douloureux, et contempla le jardin d'un œil neuf. La roseraie de Harclay Manor était entourée sur 3 côtés par d'anciens murs de briques recouverts d'arbres fruitiers palissés. Le 4e côté donnait sur la pelouse sud, visible depuis les fenêtres du salon. Quiconque empruntait ce chemin aurait été vu de la maison. Pourtant, les murs étaient hauts, au moins 2,50 m, et il y avait des portes, l'une menant au potager, une autre à la cour des écuries, et une 3e, presque dissimulée derrière un arôme grimpant, qui donnait sur le chemin au-delà de la propriété. Elle s'approcha de cette dernière porte et la trouva déverrouillée, le verrou tiré. Au-delà, la ruelle était déserte, la poussière intacte, hormis les traces de la camionnette du boulanger qui passait chaque matin. Mais, accroché au bois brut de l'encadrement de la porte, flottant dans la légère brise, se trouvait un simple fil de tissu, de la laine bleu foncé, d'une qualité exceptionnelle et d'un prix élevé. Miss Marple laissa le corps où il était, en mémorisant soigneusement l'emplacement, et retourna attendre près de la dépouille. Elle contempla le visage de Thomas Ashworth, qui, même après la mort, conservait cette neutralité mesurée propre à un bon intendant. Il avait peut-être 45 ans, bien que le service ait tendance à vieillir prématurément un homme. Le visage et les lèvres fins, ses yeux gris pâles semblaient tout observer sans rien laisser paraître. Malgré son rang, ses mains étaient celles d'un gentleman, soignées, avec de longs doigts et des ongles impeccables. À sa main gauche, une chevalière dont elle ne parvenait pas à déchiffrer les initiales. Son costume était sobre et impeccable, ses chaussures fraîchement cirées. Un homme fier de sa fonction,
qui savait qu'un intendant se devait de maintenir un certain niveau d'exigence. Et quelqu'un l'avait assassiné, ou avait tenté d'assassiner quelqu'un d'autre, et l'avait tué à sa place. Le jardin, qui quelques instants auparavant semblait si paisible, paraissait désormais empreint d'une atmosphère de vigilance, comme si les roses elles-mêmes retenaient leur souffle. L'inspecteur Craddock arriva dans l'heure, accompagné d'un médecin légiste et débordant d'une énergie à peine contenue qui rappelait à Miss Marple un terrier flairant les rats. C'était un jeune homme, pas encore 40 ans, au visage intelligent et au regard vif et observateur qui ne laissait rien passer. Il avait déjà travaillé avec Miss Marple et avait appris, après quelques réticences initiales, que les vieilles dames du village, attentives à la nature humaine, pouvaient être plus utiles qu'une douzaine de policiers ne s'intéressant qu'aux faits. « Miss Marple » dit-il en la saluant avec une sincère chaleur avant de poser son regard professionnel sur la scène. « Lady Evelyn m'a dit que vous aviez trouvé le corps. »« Oui, inspecteur, vers 15h15 cet après-midi. J'étais venu prendre le thé que M. Ashworth devait nous apporter au salon. » Comme il n'était pas arrivé au bout de 20 minutes, Lady Evelyn a supposé qu'il était retenu par une affaire domestique. J'étais venu admirer les roses et je l'ai trouvé à la place. Le docteur Morris, médecin légiste, examinait déjà le corps avec l'efficacité expéditive d'un homme pro-blasé pour s'attarder sur les sentiments. « Du cyanure, je dirais, » déclara-t-il après un bref examen. « Des signes classiques. Il serait mort en quelques minutes, 2 ou 3 tout au plus. Atroce, mais heureusement bref. »« Le thé, » dit Miss Marple en désignant la tasse cassée. « Il reste encore du liquide dans les plus gros morceaux, et je crois que vous remarquerez une forte odeur d'amandes amères, si votre odorat est fin. » L'inspecteur Craddock s'agenouilla près des tasses de thé éparpillées et renifla avec prudence. Son visage confirma ses soupçons. « Du thé empoisonné, » dit-il d'un ton sombre. « Préparé pour Lady Evelyn et vous-même, dites-vous ? » C'était bien l'intention, oui. Le deuxième meilleur service Wedgwood, celui que Lady Evelyn réserve pour le thé de l'après-midi avec ses amis. Le plateau était dressé pour 2, comme vous pouvez le voir, ou l'aurait été avant qu'il ne tombe. Une tasse est là, cassée. L'autre... Elle scruta le jardin et la trouva posée contre le pied d'une urne en pierre, miraculeusement intacte. Voilà, toutes deux disposées correctement avec les petites cuillères en argent que Lady Evelyn a héritées de sa mère. Alors pourquoi Ashworth a-t-il bu dans une coupe qui vous était destinée, à vous ou à Lady Evelyn ? Excellente question, inspecteur. Peut-être y a-t-il goûté pour vérifier la température, ou peut-être que quelqu'un le lui a offert. Ou peut-être, et c'est ce qui m'inquiète le plus, a-t-il compris qu'il était empoisonné et l'a bu délibérément pour nous empêcher d'en faire autant. Les sourcils de l'inspecteur Craddock se sont levés. Ce serait un acte d'abnégation remarquable, ou d'une culpabilité remarquable, dit Miss Marple d'une voix calme. Un homme qui a préparé du poison pour autrui pourrait choisir de le boire lui-même en se rendant compte qu'il a été découvert. Mais si tel était le cas, on peut se demander comment il a été découvert, par qui, et pourquoi il a choisi ce moment et cet endroit précis pour mettre fin à ses jours. Elle s'approcha de la porte dissimulée dans le mur du jardin et montra à l'inspecteur le fil de laine bleu foncé. Quelqu'un est parti précipitamment, je pense, et pas par la pelouse, où l'on aurait pu les voir du salon. Cette porte donne sur le chemin. De là, on pourrait rejoindre le village ou la route de Londres sans être vu de la maison. L'inspecteur Craddock examina le fil avec intérêt, puis porta son attention sur le corps. « Les poches d'Ashworth, dit-il, et le docteur Morris les vida docilement. Un mouchoir soigneusement plié. Un petit carnet en cuir rempli de notes de compte écrites d'une main précise. 3 billets d'une livre et quelques pièces d'argent. Un porte-clés avec 6 clés. Et, dans la poche intérieure de sa veste, une lettre sur un papier crème de qualité, pliée en 2. L'inspecteur l'ouvrit avec précaution. Miss Marple, lisant par-dessus son épaule, aperçut une écriture élégante, fortement inclinée vers la droite. La main d'une personne passionnée, impulsive, ou peut-être simplement instruite à une époque où la calligraphie était enseignée comme un art. « Mon chéri T. Je ne peux plus continuer ainsi. Chaque instant passé loin de toi est un supplice. Tu avais promis que nous serions de nouveau ensemble une fois la situation réglée. 6 mois se sont écoulés. Combien de temps encore dois-je attendre ? Ma patience a des limites, tout comme ma patience. Si tu ne prends aucune mesure, je serai contrainte d'agir moi-même. Réfléchissez bien avant de répondre. Certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus être refermées. Bien à vous, dans le désespoir, monsieur. » La lettre ne comportait qu'une seule initiale et aucune date. L'inspecteur Craddock la lut 2 fois,
son froncement de sourcils s'accentuant, puis regarda Miss Marple. « Notre intendant avait donc des secrets, dit-il. Une liaison, à en croire vos dires. Et quelqu'un, ce monsieur, qui commençait à s'impatienter. Ou menaçante, remarqua Miss Marple. Cette expression « prendre les choses en main » a quelque chose d'inquiétant, n'est-ce pas? Surtout dans les circonstances actuelles. Lady Evelyn, qui rôdait à l'orée du jardin, s'avança. Son visage était pâle mais serein. « Inspecteur, je dois vous dire que Thomas Ashworth était marié. Son épouse vit à Much Benham, dans un petit cottage du domaine de Hartley. Ils sont mariés depuis 15 ans, mais n'ont pas d'enfants. » Elle marqua une pause, son regard se posant avec dégoût sur la lettre. « Je n'avais aucune idée qu'il entretenait une liaison. Il a toujours été d'une bienséance exemplaire. »« Les plus convenables le sont souvent, je trouve, » murmura Miss Marple. « Ce sont les inconvénients qui n'ont pas besoin de se cacher. »« Lady Evelyn, connaissez-vous quelqu'un lié à M. Ashworth dont le nom commence par M ?» Lady Evelyn réfléchit. « Le prénom de Madame Ashworth est Margaret, mais je n'arrive pas à l'imaginer. C'est une femme discrète, entièrement dévouée à Thomas. D'ailleurs, pourquoi écrirait-elle une telle lettre à son propre mari ? » « Pourquoi donc ? Demanda l'inspecteur Craddock. « À moins que le mariage ne soit pas aussi harmonieux qu'il y paraissait, ou à moins que M ne soit quelqu'un d'autre. Mademoiselle Marple, vous avez dit que le thé était préparé pour vous et Lady Evelyn. Qui, dans la maisonnée, aurait pu savoir que vous veniez prendre le thé cet après-midi ? J'imagine que tout le monde, dit Miss Marple. Lady Evelyn m'a invité il y a 3 jours, et j'ai confirmé hier matin. Dans un village, ce genre de choses se sait presque avant même qu'on ait fini de parler. Le facteur, le boulanger, la femme du pasteur, n'importe lequel d'entre eux a pu en parler en passant, et de là, la nouvelle se répand comme... Elle s'interrompit, baissant les yeux vers la rose écrasée sous l'épaule de Thomas Ashworth. Comme un champignon qui se propage à travers les racines des rosiers. Invisible, mais inexorable. L'inspecteur Craddock mena son enquête avec une efficacité remarquable. Le corps fut photographié puis emporté. Les ustensiles à thé furent recueillis pour analyse, ainsi que des échantillons du liquide restant dans les fragments de la tasse brisée. Le fil du chambranle fut soigneusement conservé. Tous les membres de la maisonnée furent réunis au salon pour être interrogés. C'était une maisonnée impressionnante pour un manoir qui n'était plus ce qu'il avait été. Le défunt mari de Lady Evelyn avait laissé le domaine ruiné, un fait connu de tout ce village, comme c'est toujours le cas. Et elle avait discrètement vendu des parcelles de terre et des objets de la collection pour maintenir les apparences et payer les droits de succession. Pourtant, elle conservait un certain prestige. La cuisinière, Madame Brennan, une Yorkshire woman d'une 50aine d'années aux avant-bras de forgeron et à la langue bien pendue, Daisy, la femme de chambre, une jeune fille frêle du village, à peine 18 ans, qui rougit jusqu'aux oreilles lorsque l'inspecteur lui adressa la parole, Arthur Penrose, le vieux jardinier, qui avait servi la famille Hartley pendant 40 ans et dont les mains noueuses tremblaient légèrement lorsqu'il ajusta sa casquette. Et bien sûr, Thomas Ashworth, l'intendant, qui avait géré les affaires du domaine, supervisé le personnel restant et tenu les livres de comptes qui retraçaient le lent et digne déclin de la fortune familiale. « Madame Brennan, » commença l'inspecteur Craddock, « vous avez préparé le thé cet après-midi ? » « C'est exact, monsieur. » Madame Brennan, les mains croisées sur son ventre proéminent, affichait une mine profondément offensée. Comme tous les jours lorsque Sa Majesté reçoit des invités. Du thé de Chine, un excellent Darjeeling, accompagné de petits sandwichs et de gâteaux aux graines. Le tout préparé avec soin, sur le beau plateau avec le service en argent. Monsieur Ashworth est allé le chercher à la cuisine à 3 heures précises, comme toujours. Et vous avez préparé le thé vous-même ? Personne d'autre n'a touché à la théière ni aux tasses ? Les yeux de Madame Brennan s'illuminèrent. Je prépare le thé pour des gens de qualité depuis bien avant votre naissance, inspecteur. Je n'ai pas besoin d'aide pour un simple plateau de thé. Néanmoins, qui d'autre était dans la cuisine pendant que vous le prépariez ? Daisy était là, en train de polir l'argenterie, et monsieur. Penrose est venu frapper à la porte pour savoir si madame pouvait le recevoir au sujet des plantations d'hiver. Mais aucun des deux n'a touché aux ustensiles à thé, je l'aurais remarqué. L'inspecteur Craddock se tourna vers Daisy, qui semblait sur le point de pleurer. « Vous étiez dans la cuisine tout ce temps, Daisy ?»« Oui, monsieur. Enfin, presque. Je suis allé à l'arrière chercher du cirage, mais juste une minute. Les mots lui vinrent à la bouche. Je n'ai rien touché, monsieur. Madame Brennan est tellement pointilleuse sur tout ce qui concerne le thé. Et vous, monsieur Penrose ? Vous êtes venu à la porte de la cuisine ? » Le vieux jardinier hocha lentement la tête. « Oui, je voulais vous interroger sur les rosiers.
Certains sont fanés et il faudrait les tailler avant les geler. Mais madame attendait de la visite et je n'ai pas voulu la déranger. Madame Brennan m'a dit de revenir après 16 heures. Avez-vous vu monsieur Ashworth dans la cuisine? Non, monsieur. Je l'ai vu un peu plus tard cependant, portant le plateau de thé dans le couloir en direction du salon. Il devait être un peu plus de 3 heures. Il marchait avec précaution, comme on le fait avec un plateau plein. Et puis, Penrose se remua, mal à l'aise. Je suis ensuite retourné à la roseraie. Le mur sud a besoin d'être traité. La rose Dorothy Perkins est atteinte de mildiou, et ça se propage si on ne s'en occupe pas rapidement. J'ai travaillé quand Miss Marple est arrivée et... Il s'interrompit, son visage buriné se crispant. Pauvre monsieur Ashworth. J'ai travaillé ici depuis mon enfance, 40 ans, et je n'ai jamais rien vu de pareil. Miss Marple, assise dans un coin avec son tricot, qu'elle avait fait venir de la chambre d'amis de Lady Evelyn, observait chaque visage tandis que l'inspecteur Craddock les interrogeait. Madame Brennan, offensée, sur la défensive, mais d'une apparente simplicité. Daisy, effrayée, mais peut-être simplement par crainte de l'autorité policière. Penrose, accablé de chagrin et désemparé, comme un vieil homme dont le jardin de roses est soudainement frappé par la mort. « Les fonctions de monsieur Ashworth », dit l'inspecteur Craddock en s'adressant à Lady Evelyn. « En quoi consistait-elle exactement ?»« Thomas s'occupait de tout, » dit Lady Evelyn. « La comptabilité, le personnel restant, l'entretien de la propriété, la vente des parcelles lorsque cela s'avérait nécessaire. Il traitait avec les notaires, les agents immobiliers, la banque. Il tenait les comptes, payait les factures et veillait à ce que la maison fonctionne sans accroc malgré... Elle marqua une pause délicate. Malgré des difficultés financières. Je lui faisais entièrement confiance. Il était à notre service depuis 12 ans, depuis peu après le décès de mon mari. Sa discrétion et son efficacité étaient inestimables. Il aurait donc eu connaissance de toute l'étendue de la situation financière de la succession, absolument tout. Rien ne lui était caché. En fait, il comprenait probablement mieux nos finances que moi-même. Il était toujours si compétent, si méticuleux. Sa voix se brisa légèrement. Je n'imagine pas comment je vais faire sans lui. Avait-il l'air inquiet ou angoissé récemment? Lady Evelyn réfléchit. Pas plus que d'habitude. Les difficultés financières pèsent sur nous tous, mais Thomas ne s'est jamais plaint. Au contraire, il semblait même plus gai ces dernières semaines. Je le remarquai encore hier à Jane. Thomas sifflotait presque en accomplissant ses tâches. Les aiguilles de Miss Marple cliquetaient en rythme. « Comme c'est intéressant », murmura-t-elle. Un homme accablé de soucis si pressants qu'une amante le menace par écrit et qui pourtant siffle en travaillant. Cela me rappelle un laquais que nous avions dans ma jeunesse. Il chantait de l'opéra en astiquant l'argenterie, jusqu'au jour où la police est venue l'arrêter. Détournement de fonds, finalement. Certains retrouvent la joie quand ils croient être sur le point d'échapper à leur sort. Le regard de l'inspecteur Craddock s'aiguisa. « Vous pensez qu'Ashworth avait l'intention de partir ?»« Je pense que c'est possible, » dit Miss Marple avec prudence. Un homme de son rang, ayant un accès complet aux comptes du domaine, une liaison secrète et une amante qui s'impatiente, cela forme un certain schéma, n'est-ce pas? Bien sûr, les schémas peuvent être trompeurs. La réalité est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. « Il faudrait informer Madame Ashworth, » dit doucement Lady Evelyn. « Je vais faire passer le message au cottage. »« C'est déjà fait, Lady Evelyn, » dit l'inspecteur Craddock. « Le sergent Bell est allé la prévenir il y a 1 heure. Elle est amenée ici pour être interrogée. » Ils attendirent dans un silence pesant, le salon lourd de la conscience tacite que l'un d'eux pouvait être un meurtrier. Ou peut-être pas l'un d'eux, peut-être le mystérieux M de la lettre, l'amante impatiente qui avait menacé de se faire justice elle-même. Miss Marple tricotait avec application, mais ses yeux brillants observaient les visages autour d'elle avec la même attention qu'elle avait portée à la rose fanée dans le jardin. Margaret Ashworth arriva peu avant 6 heures. C'était une femme mince d'une 30aine d'années, vêtue de noir, non pas en deuil, car elle n'avait pas encore eu le temps de se changer, mais portant la robe noire austère d'une femme qui s'habille par souci d'économie plutôt que par goût. Son visage était inexpressif, ses yeux secs mais rougis, ses mains si serrées que ses jointures blanchissaient. Elle se déplaçait avec la précision prudente d'une personne sous le choc, comme si chaque pas exigeait une direction consciente. « Madame Ashworth, » dit doucement l'inspecteur Craddock, « veuillez vous asseoir. Je sais que c'est terriblement difficile, mais je dois vous poser quelques questions. » Elle était assise, perchée au bord de la chaise comme un oiseau prêt à s'envoler. « Thomas est vraiment mort ?» Sa voix n'était qu'un murmure. « Je le crains. Le médecin légiste pense qu'il s'agit d'un empoisonnement au cyanure, administré dans du thé. Je suis vraiment désolé. » Le visage de Margaret Ashworth se décomposa, et un instant,
Miss Marple crut qu'elle allait pleurer. Mais elle se maîtrisa avec un effort visible, serrant les lèvres jusqu'à ce qu'elle ne forme plus qu'une fine ligne. Qui ferait une chose pareille? Thomas n'a jamais fait de mal à personne. Il était bon et attentionné et... Elle s'interrompit, comme si elle réalisait que son mari n'avait pas été bon, pas entièrement, car il y avait eu cette liaison, cette lettre et tous ces secrets que les épouses sont les dernières à connaître ou les premières à ignorer. Madame Ashworth, saviez-vous que votre mari entretenait une liaison avec une autre femme? La rougeur qui envahit son visage lui répondit avant même qu'elle n'ait prononcé un mot. Non, dit-elle, mais son refus sonna mécaniquement, sans conviction. Thomas était dévoué à son travail. Il n'avait pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Nous avons trouvé une lettre dans sa poche, dit l'inspecteur Craddock en la lui tendant. Elle est signée M. Savez-vous de qui il s'agit? Margaret Ashworth regarda la lettre comme s'il s'agissait d'un serpent. Elle ne la prit pas, ne sembla même pas respirer. Puis, d'une voix si plate qu'elle ne laissait transparaître aucune émotion, « Monsieur, oui, je sais qui c'est. » On aurait dit que la pièce retenait son souffle. « Elle s'appelle Miranda Carew, » poursuivit Margaret Ashworth de sa voix toujours aussi monotone. « C'est la fille du colonel Carew, qui habite Thornfield House, sur la route de Londres. 25 ans, belle, cultivée, charmante, tout ce que je ne suis pas. » Elle et Thomas se sont rencontrés à la garden party de Lady Evelyn au printemps dernier. Je les ai vus discuter. Je l'ai su à ce moment-là, je crois, à la façon dont il la regardait, à la façon dont elle le regardait, comme s'il était précieux, rare, et non pas un simple intendant. Lady Evelyn laissa échapper un petit gémissement de désarroi. Miranda Carew? Mais elle semblait si gentille. Son père l'avait amenée à la garden party spécialement pour la présenter au voisinage. Elle voyageait sur le continent depuis plusieurs années. Elle terminait ses études, expliqua le colonel. Elle a fini son apprentissage de l'art de voler les maris des autres, dit Margaret Ashworth avec amertume. Ces mots semblèrent la briser en elle, et soudain elle se mit à pleurer, de grands sanglots déchirants qui secouaient son corps frêle. Il m'a promis il y a 15 ans que je serais toujours sa priorité, que sa position ne serait peut-être pas prestigieuse, mais que nous construirions une belle vie ensemble. Et je l'ai cru. J'ai tenu sa maison, raccommodé ses vêtements, et je n'ai rien demandé. Et pendant tout ce temps-là, il... Miss Marple posa son tricot et s'approcha de la femme en pleurs, lui glissant un mouchoir dans les mains. « Voilà, dit-elle doucement. Le chagrin doit suivre son cours, et la colère aussi, car la trahison est une forme de mort en soi. » Margaret Ashworth serra le mouchoir contre elle comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. « Je ne l'ai pas tué, dit-elle en pleurant. Je détestais ce qu'il faisait, mais je ne l'ai pas tué. Je voulais qu'il arrête, qu'il revienne vers moi. Je pensais que si j'étais patiente, si je ne faisais pas d'histoire, il se rendrait compte de son erreur et que tout serait fini. Je n'aurais jamais imaginé. « Quand avez-vous vu votre mari pour la dernière fois » demanda l'inspecteur Craddock. « Ce matin. Il a quitté le cottage à 7h30, comme d'habitude. Il est rentré déjeuner à 13h, de la charcuterie et du pain, rien d'extraordinaire. Il semblait... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Il semblait heureux, excité même. Il jetait sans cesse un coup d'œil à l'horloge, comme s'il avait un rendez-vous qu'il attendait avec impatience. Je lui ai demandé si quelque chose se préparait, et il a répondu « Peut-être. Peut-être très bientôt, Margaret. » Mais il n'a rien voulu expliquer. Puis il est reparti au manoir à 14h, et c'est la dernière fois que je l'ai... A-t-il reçu du courrier ce matin? Des visiteurs au chalet? Pas de lettre, mais il y avait quelqu'un. Margaret Ashworth fronça les sourcils. Une dame a frappé à la porte juste après le petit déjeuner. Je ne l'ai pas bien vue. J'étais à l'étage en train de faire les lits. J'ai entendu des voix, celle de Thomas et celle d'une femme. Ils parlaient à voix basse, mais je sentais que c'était urgent. Puis la porte s'est refermée et elle a disparu. Aurait-ce pu être Miranda Carew? Je ne sais pas. Je n'ai jamais bien entendu sa voix. Mais oui, c'est possible. Thomas est ensuite allé dans son bureau et y est resté près d'1 heure. Quand il en est ressorti, son visage était... Elle chercha ses mots. Déterminé, comme s'il avait pris une décision. L'inspecteur Craddock échangea un regard avec Miss Marple. « Madame Ashworth, je dois vous poser la question directement. Avez-vous empoisonné le thé de votre mari ?»« Non !» Le mot lui échappa comme un cri. « Je n'étais même pas au manoir cet après-midi. J'étais au cottage toute la journée. Le garçon boulanger peut le confirmer. Il a livré le pain à 11h et j'ai ouvert la porte. Et Madame Hodge, du village, est venue à 2h pour m'apporter des œufs de ses poules. Elle est restée une demi-heure à parler de la fête des moissons. Je ne suis pas sorti du cottage avant que le sergent Bell ne vienne me dire.
Elle s'interrompit, se remettant à pleurer. Lady Evelyn s'approcha pour la réconforter et l'inspecteur Craddock s'écarta pour s'entretenir discrètement avec Miss Marple. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il à voix basse. Le visage de Miss Marple était soucieux. « J'y vois une tragédie » dit-elle d'une voix calme. « Une femme lésée, un homme tiraillé entre le devoir et le désir, et quelque part une tierce personne, cette Miranda Carew, dont la patience a atteint ses limites. Cette lettre, inspecteur, si vous n'agissez pas, je serai contrainte de prendre les choses en main. Ce n'est pas de l'impatience, c'est une menace. Vous pensez que Miranda Carew a empoisonné le thé destiné à Lady Evelyn et à vous-même, dans l'espoir d'impliquer Ashworth ou peut-être de le pousser à un acte désespéré? C'est possible. J'avoue que le procédé me trouble. Comment aurait-elle eu accès à la cuisine? Comment aurait-elle su à quelle heure le thé serait préparé? Et pourquoi choisir une méthode aussi publique? La présence de poison dans le service à thé suggère une connaissance intime des habitudes de la maison. Elle avait peut-être un complice, suggéra l'inspecteur Craddock. Quelqu'un déjà présent dans la maison. Les aiguilles de Miss Marple, restées immobiles durant cet échange, reprirent leur cliquetis rythmé. Peut-être, dit-elle. Mais son ton laissait entendre que cette théorie ne la satisfaisait pas. Le lendemain matin, le meurtre de Harkey Manor était sur toutes les lèvres à Sainte-Mary-Mead. Miss Marple, ayant passé la nuit à la demande de Lady Evelyn, descendit prendre son petit déjeuner et découvrit que le salon, d'ordinaire si paisible, s'était transformé en un véritable brouhaha de spéculation. L'épouse du vicaire, Madame Clémente, était arrivée à l'improviste, mais non sans une certaine bienveillance, porteuse de ce mélange particulier de sympathie et de curiosité qui accompagne toutes les tragédies villageoises. Le docteur Haydock, le médecin du village, était passé lors de sa tournée, et le colonel Carew en personne, le père de la mystérieuse Miranda, s'était présenté à 9 heures précises, exigeant de savoir ce que le nom de sa fille faisait mêler à une sordide enquête pour meurtre. Le colonel Carew était exactement le genre d'homme que son grade militaire laissait présager. Droit comme un i malgré ses 60 ans et plus, avec une épaisse moustache blanche et le teint rougeaud d'un homme ayant passé des décennies sous les tropiques. Sa voix, entraînée à porter sur toute la place d'armes, faisait teinter les tasses à thé sur leur soucoupe. « Absurde !» tonna-t-il. « Ma fille qui aurait une liaison avec un steward, je n'ai jamais entendu de telles inepties. Miranda est une jeune femme raffinée, éduquée en Suisse, parlant couramment 4 langues et pianiste accomplie. Elle ne jetterait même pas un second regard à un homme du rang d'Ashworth. Néanmoins, dit Lady Evelyn avec une courtoisie glaciale, on a trouvé une lettre dans la poche de monsieur Ashworth. Elle était signée M. Le prénom de votre fille est Miranda, je crois? La moitié des femmes en Angleterre ont un prénom qui commence par M. Margaret, Mary, Millicent, Maud, ça pourrait être n'importe qui. Vous cherchez des explications futiles et, ce faisant, vous ternissez la réputation d'une jeune fille innocente. Miss Marple, assise près de la fenêtre, son tricot toujours en cours, observait le colonel avec intérêt. Son indignation semblait sincère, mais il y avait quelque chose de plus profond. Non pas de la culpabilité à proprement parler, mais un certain malaise. La réaction défensive d'un père qui soupçonne sa fille d'être capable de ce dont on l'accuse. « Colonel Carew, dit-elle doucement, je suis certaine que personne ne souhaite causer de chagrin à mademoiselle Miranda. Mais vous devez comprendre que la police est tenue d'enquêter sur toutes les pistes. Peut-être que si mademoiselle Miranda parlait à l'inspecteur Craddock, elle pourrait dissiper ce regrettable malentendu. » La moustache du colonel se hérissa encore davantage. « Miranda n'est pas chez elle. Elle est partie pour Londres hier après-midi par le train de 15 heures. Elle loge chez sa tante à Kensington. Mais même si elle était là, je ne la soumettrai pas à un interrogatoire de police sans raison valable. »« Elle est partie pour Londres hier ?» demanda l'inspecteur Craddock, arrivé pendant cet échange depuis l'embrasure de la porte. « C'est fort intéressant, colonel. Le train de 15 heures, dites-vous. Monsieur Ashworth a été retrouvé mort vers 15h15. Un timing plutôt opportun. Pratique? C'est parfaitement innocent. Miranda avait préparé cette visite depuis des semaines. Elle est partie avant que tout cela n'arrive. Elle n'y est pour rien. Néanmoins, je devrais lui parler. J'enverrai un télégramme à Londres. Quelle est l'adresse de la tante ? » Le colonel Carew le lui remit avec mauvaise grâce et s'en alla en marmonnant des calomnies et en tirant des conclusions hâtives. Madame Clément le regarda partir avec un vif intérêt. « Pauvre homme, dit-elle d'un ton peu compatissant. Mais je dois dire que Miranda ne me surprend pas vraiment. C'est une beauté, bien sûr. Mais il y a toujours eu quelque chose. » Elle marqua une pause délicate. Quelque chose d'assez intense chez elle. Elle est revenue de Suisse complètement transformée.
Plus sophistiquée, certes, mais aussi plus insatisfaite, disons, comme si la vie villageoise était indigne d'elle. Vous lui avez donc parlé demanda Miss Marple. Oh oui, à plusieurs reprises. Elle a assisté à la réunion de l'Institut des femmes le mois dernier, celle sur la conservation des fruits. Elle semblait s'ennuyer à mourir, même si elle essayait de le cacher. Et à la fête paroissiale en août, elle a passé tout l'après-midi à discuter avec Thomas Ashworth. Je l'ai remarqué parce que c'était un couple plutôt étrange. Elle est toute élégance et toujours bien habillée. Et lui, eh bien, c'était un intendant. Respectable, certes, mais pas vraiment le genre d'homme qui fascinerait une fille comme Miranda. À moins que, dit pensivement le docteur Haydock, elle ne le trouve fascinant précisément pour cette raison. Certaines jeunes femmes développent des fantasmes romantiques sur des hommes de condition inférieure. Elles y voient un côté bohème, rebelle. Ou peut-être le trouvaient-elles tout simplement attirant. L'attirance physique ne se réfère pas à la hiérarchie sociale avant d'agir. Il y a une autre possibilité, dit Miss Marple à voix basse. Tous les regards se tournèrent vers elle. Peut-être que Miranda Carew n'était pas du tout intéressée par M. Ashworth sur le plan sentimental. Peut-être que son intérêt était plus pratique. Pratique ? Demanda l'inspecteur Craddock d'un ton plus sec. De quelle manière ? M. Ashworth gérait les finances du domaine Hartley, n'est-ce pas ? Il connaissait chaque détail de la propriété. Les parcelles restantes, celles qui avaient été vendues, les plus précieuses. Il traitait avec les notaires et les agents immobiliers. Il savait par exemple si Lady Evelyn envisageait de vendre d'autres biens, ou si le domaine possédait des actifs non publics. Lady Evelyn fronça les sourcils. « Je ne comprends pas bien, Jane. » En résumé, et si l'intérêt de Miranda Carew pour Thomas Ashworth n'était pas romantique, mais mercenaire, et si elle voulait obtenir de lui des informations sur le domaine qui pourraient profiter à quelqu'un disposant des capitaux nécessaires pour acheter des terres ou des propriétés à des conditions avantageuses, vous insinuez qu'elle se servait de lui ? Les yeux de Madame Clément s'écarquillèrent. Quel calcul ! Je suggère cette possibilité. La lettre que nous avons trouvée parlait d'une situation qui devait être réglée. Il pourrait s'agir d'une liaison ou d'un accord commercial qui ne s'était pas déroulé comme Miranda Carew l'avait prévu. L'inspecteur Craddock acquiesça lentement. Si Ashworth lui avait promis des informations, peut-être en échange d'argent, de services, ou simplement parce qu'il était épris d'elle et n'avait pas tenu parole, cela pourrait expliquer sa menace. « Je vais régler le problème moi-même » peut vouloir dire bien des choses. Mais comment cela peut-il mener à un thé empoisonné ? Demanda le docteur Haydock, pragmatique. Même si votre théorie est juste, Miss Marple, pourquoi Miranda Carew aurait-elle empoisonné le thé destiné à Lady Evelyn et à vous-même ? Quel en serait l'intérêt ? C'est cela qui me trouble, admit Miss Marple. À moins que... Elle s'interrompit, ses aiguilles s'immobilisant sous l'effet d'une nouvelle idée. À moins que le poison ne soit pas destiné à Lady Evelyn ni à moi. Et s'il était destiné à M. Ashworth, comme cela s'est produit ? Et s'il était la cible depuis le début ? Mais le thé était prêt pour 3 heures, protesta Lady Evelyn. Il était destiné à vous et moi. Thomas se trouvait simplement le porter. Oui, dit Miss Marple pensive. Ou peut-être Thomas devait-il y goûter en premier, une pratique courante chez un intendant consciencieux, soucieux de s'assurer que le thé était bien préparé avant de le servir à son employeur. Ouah, peut-être quelqu'un savait-il qu'il serait au jardin à ce moment précis, et a-t-il fait en sorte qu'il y trouve le thé empoisonné ? Le mode opératoire m'est moins obscur que le mobile. Et le mobile, j'en suis de plus en plus convaincu, réside dans l'accord que Thomas Ashworth avait passé avec Miranda Carew. Madame Clément se pencha en avant d'un air complice. J'ai appris par la sœur de Madame Brennan, qui travaille comme femme de ménage pour le colonel, que Miranda recevait la visite d'un monsieur de Londres, un certain monsieur, Thornley, promoteur immobilier. Il est venu visiter la campagne à plusieurs reprises le mois dernier. La sœur de Madame Brennan a dit qu'ils avaient passé des heures à étudier des cartes dans le bureau du colonel. Des cartes ? L'inspecteur Craddock fut intrigué. Quel genre de cartes ? Des cartes topographiques de la région. La sœur de Madame Brennan n'a pas pu en dire plus, car elle ne comprend pas ce genre de choses. Mais elle a entendu monsieur. Thorny parlait d'un excellent potentiel de développement et d'un emplacement de choix pour l'extension du réseau ferroviaire. Les mains de Miss Marple s'étaient immobilisées sur son tricot. « L'expansion du réseau ferroviaire » répéta-t-elle. « Je n'avais rien entendu à ce sujet. »« Moi non plus » répondit Lady Evelyn. « Mais j'imagine que si de tels projets n'en étaient qu'à leur balbutiement, ils ne seraient peut-être pas encore publics. » Mais Thomas Ashworth l'aurait su, dit lentement Miss Marple. Si un projet d'extension de la ligne ferroviaire était prévu et qu'il devait impacter le domaine Hartley ou l'une des propriétés environnantes, il aurait été de son ressort d'en être informé. Une telle information aurait été précieuse pour les promoteurs immobiliers,
cherchant à acquérir des terrains avant que les plans ne soient rendus publics et que les prix n'augmentent en conséquence. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, même si Miss Marple n'en percevait pas encore toute la trame. Miranda Carew, belle et insatisfaite, faisait la connaissance de Thomas Ashworth, un promoteur immobilier londonien de passage dans le quartier, examinant des cartes. Ashworth, de plus en plus gai ces dernières semaines, comme s'il anticipait une aubaine. Et puis, soudain, la mort dans la roseraie. « Inspecteur, dit Miss Marple d'un ton péremptoire, je pense que vous devez découvrir 2 choses de toute urgence. Premièrement, s'il existe effectivement des projets d'expansion du réseau ferroviaire dans cette région. Deuxièmement, si Thomas Ashworth a récemment hérité d'une somme d'argent inhabituelle, ou s'il s'attendait à le faire. » L'inspecteur Craddock se leva, le visage grave et déterminé. « Je vais immédiatement télégraphier à Londres au sujet du chemin de fer. Il me faudra aussi examiner les comptes bancaires et les effets personnels d'Ashworth. Lady Evelyn, savez-vous s'il conservait des papiers au cottage, ou si toutes ces archives étaient ici, au manoir ? Les 2, je crois. Ses documents professionnels se trouvaient ici, au bureau de la propriété, mais il conservait sa correspondance personnelle à domicile. Madame Ashworth devrait pouvoir vous renseigner. Bien, Dr. Haydock, m'accompagneriez-vous jusqu'au cottage ? Si Madame Ashworth est toujours inquiète, votre présence pourrait apaiser les choses. Il se tourna vers Miss Marple. Souhaiteriez-vous venir ? Vos observations se sont déjà révélées précieuses. Miss Marple ramassa son tricot. Je serais très intéressée de voir comment vivaient les Ashworth, dit-elle. On peut apprendre tellement de choses sur les gens en observant leur maison. C'est un peu comme lire dans leurs pensées, mais en plus fiable. Le cottage se dressait à la lisière du domaine Hartley, une pittoresque bâtisse en pierre au toit de chaume qui avait connu des jours meilleurs. Le jardin était soigné mais utilitaire. On y cultivait des légumes plutôt que des fleurs, et ceux-ci étaient entretenus avec efficacité plutôt qu'avec amour. Quelques rosiers luttaient contre le mur nord, leurs fleurs petites et clairsemées comparées aux magnifiques spécimens du jardin de Lady Evelyn. Madame Ashworth ouvrit la porte au cou de l'inspecteur. Elle paraissait encore plus abattue que la veille, comme si le chagrin l'avait physiquement affaiblie. Mais sa voix était assurée lorsqu'elle les invita à entrer. « Je m'attendais à ce que vous vouliez chercher, dit-elle simplement. Le bureau de Thomas se trouve juste ici. » Le cottage était propre et meublé avec simplicité, non pas par pauvreté à proprement parler, mais par souci d'économie. Le bureau était une petite pièce qui avait probablement servi de second salon, aménagé avec un bureau, 2 classeurs et des étagères garnies de livres de comptes et de registres. Tout était méticuleusement rangé, étiqueté de la même écriture précise que celle que Miss Marple avait vue dans le carnet trouvé sur le corps d'Ashworth. L'inspecteur Craddock commença ses recherches sous le regard attentif de Miss Marple. Elle remarqua aussitôt l'absence de photographie. Dans une maison habitée depuis 15 ans, on s'attendrait à trouver des photos de famille, des parents, peut-être, ou des neveux et nièces, ou au moins des photos de mariage. Mais les murs et les surfaces étaient dépourvus de toute trace personnelle. C'était comme si les Ashworth avaient délibérément évité de laisser la moindre trace de bonheur. « Madame Ashworth, dit-elle doucement, vous n'avez aucune photo de famille affichée ?» La femme rougit légèrement. Thomas ne les appréciait pas. Il disait que les photographies étaient des futilités sentimentales, qu'il fallait vivre dans le présent et non dans le passé. « Je vois. Et votre propre famille ? Avez-vous des photos d'eux, peut-être conservées à titre privé ? Mes parents sont morts. J'ai une sœur dans le Yorkshire, mais nous ne sommes pas proches. Thomas était ma famille. » Sa voix s'est étranglée au passé. Le docteur Haydock avait installé Madame Ashworth au salon après lui avoir administré un léger sédatif, permettant ainsi à Miss Marple d'examiner plus attentivement le bureau. Elle parcourut les étagères, notant les titres, principalement des ouvrages pratiques sur la gestion de domaines, l'agriculture et la comptabilité. Mais relégué au fond d'une étagère, comme dissimulé à la hâte, se trouvait un mince recueil de poésie, celui d'Elizabeth Barrett Browning, sonnet du portugais. Miss Marple le sortit et l'ouvrit à la page de titre. Là, d'une écriture fluide, bien différente de la précision de Thomas Ashworth, figurait une inscription. « À ma chère T, qui comprend mon cœur, pour toujours à toi, monsieur. » Elle le montra discrètement à l'inspecteur Craddock, qui l'ajouta à son dossier de preuves. Entre-temps, il avait trouvé autre chose dans le tiroir du bureau. Un relevé bancaire faisant état de dépôts réguliers et modestes, prélevés sur le salaire d'Ashworth, puis, 6 mois plus tôt, un dépôt important et soudain de 500 livres. Un autre, 3 mois plus tard, de 300 livres. Et un troisième, le mois dernier, de 400 livres. 1200 livres,
murmura l'inspecteur Craddock. C'est plus de 3 ans de salaire pour un intendant. D'où vient cet argent? Le relevé bancaire ne fournissait aucune explication. Les dépôts étaient simplement marqués « divers ». Mais mis bout à bout avec la lettre, le recueil de poésie et les rumeurs concernant Miranda Carew et son promoteur immobilier londonien, un schéma accablant se dessinait. Il vendait des informations, déclara l'inspecteur Craddock d'un ton sombre. Ashworth fournissait des informations confidentielles sur le domaine à Miranda Carew ou à ses associés, et était grassement payé pour cela. C'est pourquoi il était si joyeux ces derniers temps. Il gagnait en quelques mois plus d'argent qu'il n'en avait jamais gagné honnêtement. Et c'est pourquoi Miranda Carew s'impatientait. Il lui avait promis quelque chose, peut-être des informations sur une parcelle de terrain précise, ou des détails sur la date à laquelle Lady Evelyn comptait vendre. Et il gagnait du temps. Ou peut-être cherchait-il à extorquer plus d'argent, suggéra Miss Marple. 1200 livres, c'est une somme considérable, mais s'il savait que ces informations valaient des dizaines de milliers de livres pour les promoteurs immobiliers, il a peut-être jugé son prix initial trop bas. La lettre évoquait une situation à régler. Thomas Ashworth était peut-être cette situation, un homme qui en savait trop et qui voulait trop. Alors Miranda Carew l'a tué? Cela semble être la conclusion la plus logique, dit Miss Marple. Pourtant, même en parlant, un détail la tracassait, quelque chose qui clochait. Mais les preuves étaient accablantes. La lettre, l'argent, le départ de Miranda pour Londres juste au moment du meurtre. Une femme de son rang n'aurait eu aucun mal à se procurer du poison. Un peu de cyanure s'obtenait facilement avec une histoire de désinsectisation ou de photographie. Et le mobile était évident. Un différend commercial, un homme devenu un fardeau. Oui, pensa Miss Marple, Miranda Carew était assurément la meurtrière. La théorie collait avec une précision satisfaisante. Il ne restait plus qu'à le prouver. L'inspecteur Craddock ne perdit pas de temps. En début d'après-midi, il obtint, non sans réticence, l'autorisation du colonel Carew de se rendre à Londres pour interroger Miranda. Miss Marple, dont la curiosité était sans bornes et l'influence considérable sur l'inspecteur, l'accompagna dans le train de 15h30. Ils arrivèrent à l'adresse de Kensington peu avant 6h. La maison était de ces demeures hautes et étroites qui témoignent d'une vieille fortune soigneusement préservée. Élégante sans ostentation, confortable sans extravagance. On les fit entrer dans un salon où Miranda Carew était assise à un bureau, la tête sombre penchée sur sa correspondance. Elle se leva à leur entrée, et Miss Marple comprit aussitôt pourquoi Thomas Ashworth avait été captivé. Miranda Carew était d'une beauté parfaite, de cette beauté qui semble être un acte délibéré. Cheveux noirs relevés à la dernière mode, yeux gris verts légèrement en amande, une silhouette que la mode du moment mettait particulièrement en valeur. Mais c'était son attitude qui frappait le plus, une sorte d'intensité contenue, comme si des émotions puissantes étaient maîtrisées par la seule force de sa volonté. « Inspectrice Craddock » dit-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Mon père a télégraphié pour vous prévenir que vous pouviez venir. C'est au sujet de Thomas Ashworth, je suppose ?» Elle désigna des chaises. « Asseyez-vous, je vous prie. Et vous êtes ?»« Mademoiselle Jane Marple, » dit Mademoiselle Marple, « une amie de Lady Evelyn Hartley. »« Ah oui, la dame qui a trouvé le corps de Thomas. Quelle terrible nouvelle pour vous. » Le ton de Miranda Carew exprimait une sympathie polie, rien de plus. Elle s'assit avec un calme parfait et croisa les mains sur ses genoux, attendant. « Mademoiselle Carew, » commença l'inspecteur Craddock, « nous avons trouvé une lettre dans la poche de Monsieur Ashworth. Une lettre signée M, menaçant de prendre les choses en main s'il ne réglait pas un problème. Pouvez-vous nous expliquer cette lettre ?» Pendant un long moment, Miranda Carew resta silencieuse. Puis, avec un léger soupir, elle dit « Oui, je l'ai écrit, il y a environ 1 mois. Je suppose que vous avez déjà enquêté sur ma relation avec Thomas, sinon vous ne seriez pas là. Alors, je vais être franche. Thomas et moi étions amants. Notre liaison a commencé au printemps dernier, après notre rencontre à la garden party de Lady Evelyn. Je savais qu'il était marié. Cela m'était égal. Je le trouvais... » Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Fascinant, intelligent, ambitieux, avide de plus que ce que sa position lui offrait. Nous nous ressemblions sur ce point. Vous admettez cette liaison ? L'inspecteur Craddock sembla presque déçu par sa franchise. Pourquoi pas ? Je n'ai pas honte de l'aimer. La situation était compliquée, certes, mais pas sordide. Thomas et moi avions prévu d'être ensemble. Il allait quitter sa femme dès qu'il aurait mis de côté suffisamment d'argent pour que nous puissions recommencer à zéro ailleurs. À Londres peut-être, ou même à l'étranger.
Il a réuni suffisamment d'argent, répéta doucement Miss Marple. Vous parlez des paiements qu'il a reçus? Les 1200 livres déposés sur son compte bancaire ces 6 derniers mois. Le regard de Miranda Carew s'est brièvement illuminé, peut-être par la surprise, peut-être par un calcul. Puis elle a repris son calme. Je vois que vous avez été minutieuse. Oui, j'ai payé Thomas pour des informations sur le domaine Hartley. Je n'en ai pas honte. Mon père a des capitaux à investir et il y a des opportunités dans l'immobilier quand on dispose d'informations fiables. Thomas m'a fourni ces informations. Je l'ai payé pour cela. C'était un arrangement commercial. Un arrangement entre amants, dit l'inspecteur Craddock d'un ton sec. Comme c'est pratique. Au contraire, inspecteur, c'est un arrangement professionnel qui a rendu notre liaison possible. Thomas n'avait que son salaire. Comment aurait-il pu laisser sa femme sans le sou? Je lui en ai donné la possibilité, par mon amour et par mes versements. Je ne voyais pas pourquoi je ne profiterais pas par la même occasion aux investissements de mon père. Et la lettre? Vous avez écrit que vous prendriez les choses en main s'il ne réagissait pas. Qu'entendiez-vous par là? Le visage de Miranda Carew se durcit. Je voulais dire que j'allais ordonner à mon père de procéder aux achats de terrain sans attendre que Thomas fournisse plus d'informations. Thomas n'arrêtait pas de me promettre des détails sur une parcelle de terrain précise, un emplacement de choix pour le développement une fois l'extension du chemin de fer achevée. Mais il tergiversait, disant toujours que ce n'était pas le bon moment, qu'il devait être prudent. Je perdais patience. C'est tout ce que signifiait la lettre, inspecteur. Pas de meurtre, des affaires. Et pourtant, le lendemain même où vous avez écrit cette lettre, M. Ashworth est retrouvé mort, empoisonné par du thé. Le jour même de mon départ pour Londres, corrigea Miranda. Je n'aurais pas pu empoisonner le thé dans la cuisine de Lady Evelyn alors que j'étais à 80 km de là, dans un train. À moins que vous ne sous-entendiez que je possède des pouvoirs surnaturels? L'inspecteur Craddock se pencha en avant. Vous auriez pu empoisonner le thé avant de partir. Vous auriez pu avoir un complice, quelqu'un dans la maison qui a ajouté le poison sur vos instructions. J'aurais pu, dit Miranda Carew avec impatience. Mais je ne l'ai pas fait. Inspecteur, j'aimais Thomas. Pourquoi l'aurais-je tué? Je n'avais aucun mobile. Il faisait exactement ce que je voulais. Il me fournissait des informations et il comptait quitter sa femme. Si quelqu'un avait un mobile pour le tuer, c'était bien Margaret Ashworth. Elle était au courant de notre liaison. Elle devait être furieuse, humiliée. Peut-être s'est-elle dit que si elle ne pouvait pas la voir, personne ne l'aurait. Miss Marple, qui était restée silencieuse pendant cet échange, prit la parole à voix basse. « Miss Carew, quand avez-vous vu M. Ashworth pour la dernière fois? » Le matin de sa mort, je suis allé à son chalet vers 8h30. Je voulais discuter une dernière fois de la parcelle de terrain avant de partir pour Londres. Nous avons parlé une vingtaine de minutes. Il était... Elle s'interrompit, et pour la première fois, une véritable émotion traversa son visage. Il était heureux, excité. Il m'a dit que tout serait bientôt réglé, qu'il aurait les informations dont j'avais besoin dans les jours qui suivaient. Il m'a embrassé pour me dire au revoir. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Madame Ashworth vous a-t-elle vu? Je suppose que oui. J'ai entendu du bruit à l'étage pendant que nous parlions. Je n'ai pas essayé de cacher ma visite. Cela n'avait aucun sens. Margaret était au courant. Et vous n'éprouviez aucune culpabilité pour la douleur que vous lui causiez? Miranda Carew sauta Miss Marple droit dans les yeux. Non, dit-elle simplement. Je voulais Thomas. Elle l'a gardé pendant 15 ans et l'a rendu malheureux par son avarice et son manque d'ambition. Je pouvais lui offrir la vie qu'il méritait. Je ne m'en excuse pas. Il y avait dans sa voix une dureté qui rappelait à Miss Marple le granit, belle, peut-être, sous certains angles, mais d'une inflexibilité absolue. C'était une femme qui prenait ce qu'elle voulait sans se soucier des conséquences pour autrui. Une femme qui voyait la vie comme un jeu à gagner plutôt que comme un engagement à respecter. Et pourtant, Miss Marple était troublée. Le récit de Miranda Carew était certes intéressé, mais il sonnait juste. Son aveu de la liaison et de l'arrangement financier était trop franc, trop décomplexé, pour être la réaction calculée d'une meurtrière. Une femme coupable aurait menti, n'est-ce pas? Ou du moins aurait fait preuve de plus de prudence. Mademoiselle Carew, dit l'inspecteur Craddock, je dois vous poser la question directement. Avez-vous empoisonné le thé de Thomas Ashworth? Non, inspecteur, je ne l'ai pas fait. Je l'aimais. Malgré ce que vous pouvez penser de moi, c'était sincère. Je ne l'aurais jamais tué. Alors qui l'a fait? Miranda Carew haussa les épaules avec élégance. Je n'en ai aucune idée. Peut-être était-ce un accident. Peut-être le poison était-il destiné à quelqu'un d'autre, et Thomas l'a-t-il bu par erreur. Ou peut-être sa femme a-t-elle fini par perdre patience. Ou peut-être était-ce quelqu'un d'autre, quelqu'un dont nous ignorons encore les motivations.
Mais ce n'était pas moi. J'étais dans un train pour Londres lorsqu'il est mort. L'inspecteur Craddock se leva. Néanmoins, mademoiselle Carew, je dois vous demander de ne pas quitter Londres pour le moment. J'aurai peut-être d'autres questions. Bien sûr, inspecteur, je suis à votre disposition. Ils partirent peu après, et Miss Marple resta silencieuse durant tout le trajet en taxi jusqu'à la gare. L'inspecteur Craddock, en revanche, était animé d'une certitude absolue. C'est elle, dit-il fermement. J'en suis convaincu. Le mobile est clair, l'occasion existait. Elle aurait facilement pu empoisonner le thé avant de partir pour Londres, ou demander à quelqu'un de le faire. Son alibi, celui d'être dans le train, ne tient pas la route si le poison a été administré plus tôt. Et son attitude, si froide, si calculatrice. Elle a avoué la liaison et l'argent sans la moindre honte. Une femme comme ça est capable de tout. Fit Miss Marple d'un ton neutre. Ses aiguilles tintaient tandis qu'elle travaillait sur l'écharpe qui semblait s'allonger sans cesse sans jamais être terminée. Elle est vraiment difficile, la pauvre. Je me demande. Vous vous demandez quoi? C'est tout simplement que les personnes très dures ressentent parfois des choses très profondément, mais ont appris à se blinder pour ne pas les montrer. Elle a parlé de son amour pour M. Ashworth, et je ne pense pas qu'elle ait menti entièrement. Mais l'amour prend bien des formes, n'est-ce pas? Et toutes ne sont pas bienveillantes. Vous pensez donc qu'elle est coupable? Miss Marple hésita. Il était inhabituel pour elle d'être incertaine, mais quelque chose dans cette affaire lui semblait inachevé, comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas parfaitement. Je pense, dit-elle prudemment, que Miranda Carew est coupable de beaucoup de choses. Égoïsme, cruauté, manipulation. Quant à savoir si elle est coupable de meurtre, sa voix s'éteignit et elle fronça les sourcils en regardant son tricot, comme si le motif pouvait révéler ce que son esprit ne parvenait pas à saisir. Je ne sais pas, inspecteur. Je ne sais tout simplement pas. Mais les preuves désignaient inexorablement Miranda Carew. La lettre, l'argent, la liaison, le moment de son départ. Tout concordait avec une précision accablante. Et lorsqu'ils retournèrent à Sainte-Mérimide le lendemain matin, la certitude de l'inspecteur Craddock avait également gagné Miss Marple. Au moment de rencontrer Lady Evelyn pour lui faire part de l'interrogatoire, même Miss Marple parlait de la culpabilité de Miranda Carew comme d'un fait avéré. Elle l'a quasiment admis, dit Lady Evelyn, le visage blême de détresse. Se servir du pauvre Thomas de cette façon, le forcer à trahir sa position pour de l'argent. Et puis, quand il est devenu gênant, s'en débarrasser comme un mouchoir usagé. C'est monstrueux. Il nous faudra davantage de preuves pour l'inculper, a admis l'inspecteur Craddock. La lettre et l'arrangement financier établissent un mobile, mais il nous faut la preuve qu'elle a effectivement administré le poison. J'ai dépêché des hommes pour interroger à nouveau le personnel de maison, afin de savoir si quelqu'un l'a vu au manoir le jour du meurtre. J'ai également demandé une analyse du poison lui-même. Il est parfois possible d'en déterminer le type ou la provenance. Miss Marple acquiesça, mais son esprit était ailleurs. Elle repensait sans cesse à la rose écrasée dans le jardin, celle qui avait reposé sous l'épaule de Thomas Ashworth. Ses bords, meurtris par son poids, commençaient à brunir. Elle se mourait déjà, avant même les premières gelées. Cette image la troublait, une sorte de parallèle qu'elle ne parvenait pas à saisir. Durant les 2 jours suivants, l'inspecteur Craddock a constitué son dossier contre Miranda Carew avec une précision méthodique. L'analyse du poison a révélé qu'il s'agissait de cyanure de potassium, une substance facilement accessible à des fins photographiques, et Miranda Carew était connue pour pratiquer la photographie. Les projets d'expansion ferroviaire ont été confirmés. La Great Western Railway prévoyait effectivement de prolonger une ligne secondaire à travers la région, et le domaine de Hartley comprenait plusieurs parcelles dont la valeur allait exploser une fois les plans rendus publics. Thomas Ashworth, qui gérait le domaine, en était forcément informé, et cette information aurait valu des milliers de livres à des promoteurs immobiliers comme Monsieur Thornley, l'associé londonien de Miranda. Interrogés une seconde fois, les employés de maison ont fourni un détail accablant. Daisy, la femme de chambre, a avoué sous la pression avoir aperçu une dame en manteau bleu foncé près du potager vers 14 heures le jour du meurtre, soit l'heure à laquelle le thé aurait dû être préparé. Elle n'avait pas bien distingué son visage, mais le manteau était particulier, une laine de grande valeur, coupée à la dernière mode. Miranda Carew possède justement un manteau de ce genre, admit le colonel Carew à contre-cœur lorsqu'on l'interrogea. Je le lui ai acheté à Londres l'hiver dernier. Français et terriblement cher. Elle ne le quittait jamais. C'était, songea Miss Marple, exactement le genre de manteau susceptible de laisser un fil bleu foncé accroché à un chambranle de porte rugueux. L'affaire contre Miranda Carew semblait close.
Je retournerai à Londres demain et je l'arrêterai, annonça l'inspecteur Craddock le 3e soir après le meurtre. Les preuves sont circonstancielles, mais elles sont accablantes. Le jury la condamnera, j'en suis certain. Miss Marple aurait dû se sentir satisfaite. Le mystère était résolu, justice serait faite et le village pourrait retrouver son rythme habituel. Pourtant, un malaise persistant la troublait, comme un caillou dans une chaussure qui rend chaque pas inconfortable. Cette nuit-là, incapable de dormir, elle resta assise dans la chambre d'amis de Lady Evelyn et songea aux roses. À leur magnifique floraison au soleil, mais sous terre, dans la fraîcheur du sol, leurs racines s'étendent, s'entremêlent et parfois s'étouffent mutuellement dans leur lutte pour l'eau et les nutriments. À la façon dont les plus belles floraisons sont souvent le fruit d'une taille impitoyable, supprimer les pousses faibles, les branches qui se croisent, les bourgeons qui affaiblissent la tige principale. On raconta comment Thomas Ashworth avait été retrouvé allongé sur une rose écrasée, et comment la rose avait bruni sur les bords. Brunissement sur les bords. Il ne s'agit pas de contusion récente due à son poids, mais de lésions déjà présentes avant sa chute. Miss Marple se redressa brusquement, le cœur battant la chamade. Bien sûr. Oh bien sûr. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Elle était tellement absorbée par la théorie complexe de Miranda Carew, le projet de chemin de fer et la trahison qu'elle n'avait pas vu l'évidence. La rose était déjà en train de mourir avant que Thomas Ashworth ne s'y effondre. Quelqu'un était passé dans le jardin avant le meurtre, se promenant parmi les roses. Quelqu'un qui connaissait bien le jardin, qui l'entretenait quotidiennement, qui aurait remarqué si quoi que ce soit avait dérapé. Un homme dont les mains tremblaient lorsque l'inspecteur l'a interrogé. Quelqu'un qui portait tous les jours des vêtements sombres, la laine sombre et pratique d'un jardinier au travail. Arthur Penrose. Le vieux jardinier s'était rendu au potager cet après-midi-là. Il avait accès à la maison et à la cuisine. Il travaillait à Harclay Manor depuis 40 ans et connaissait sans doute tous les détails des habitudes de la maison, y compris l'heure du thé et sa préparation. Qui mieux qu'un jardinier pour se procurer du cyanure? C'était un produit couramment utilisé pour lutter contre les nuisibles, notamment pour détruire les nids de guêpes et les taupes. Mais pourquoi? Quel mobile un vieux jardinier aurait-il pu avoir pour tuer l'intendant? Sauf si... Miss Marple se leva et s'habilla rapidement, sans prendre la peine de porter des vêtements de jour, mais enfila un peignoir par-dessus sa chemise de nuit. Elle descendit à la bibliothèque de Lady Evelyn, où étaient conservés les registres du domaine, et commença à consulter les livres de comptes les plus anciens, ceux qui remontaient à plusieurs décennies. Elle trouva ce qu'elle cherchait au moment même où les premières lueurs grises de l'aube effleuraient les fenêtres. Un acte de naissance de 1900. Thomas Arthur Ashworth, né le 15 avril 1900, de Mary Ashworth, née Penrose, et de père inconnu. L'enfant avait été adopté par le frère de Mary, James Ashworth, qu'il avait recueilli à la mort de sa mère en couche. Arthur Penrose avait une sœur nommée Mary. Les dates correspondent. Thomas Ashworth était le neveu d'Arthur Penrose, l'enfant illégitime de sa sœur, adopté et élevé par une autre branche de la famille. Penrose le savait-il? Thomas le savait-il? Ou ce secret était-il resté enfoui pendant 45 ans, jusqu'à ce qu'un événement le révèle? Miss Marple se rassit, l'esprit en ébullition. Thomas Ashworth, archiviste méticuleux, qui gérait les affaires du domaine et avait forcément eu accès à tous les anciens livres de comptes, aurait forcément découvert la vérité. Et ensuite, que ferait un homme comme Thomas Ashworth avec une telle information? Elle pensa à l'argent sur son compte bancaire. 1200 livres en 6 mois. Elle avait supposé que cela venait de Miranda Carew en échange d'informations confidentielles. Mais et si une partie provenait d'une autre source? Et si Thomas Ashworth avait découvert sa véritable filiation et s'en était servi pour le faire chanter? Arthur Penrose avait travaillé à Harclay Manor pendant 40 ans. Assez longtemps pour avoir accumulé de modestes économies, voire une petite pension du précédent Lord Hartley. Et si Thomas Ashworth avait exigé de l'argent pour garder le silence sur le vieux scandale? Les économies d'un jardinier ne représentaient pas grand-chose, mais pour un homme aussi économe qu'Ashworth semblait l'être, chaque centime comptait pour l'avenir qu'il envisageait avec Miranda Carew. Mais pourquoi Penrose se soucierait-il d'un scandale vieux de 45 ans? Sa sœur était morte depuis longtemps, et l'illégitimité, bien que honteuse, ne justifiait guère un meurtre. À moins que ce ne soit pas l'illégitimité en elle-même qui importe. À moins qu'il y ait autre chose, quelque chose de plus. Miss Marple réfléchit à l'héritage,
aux lois particulières qui régissaient la propriété et les titres de propriété. Et puis, avec un frisson, elle comprit. Il lui fallait encore vérifier un détail. Elle se rendit au bureau du domaine où les dossiers méticuleusement classés de Thomas Ashworth étaient toujours conservés tels qu'il les avait laissés. Elle y trouva les actes de propriété, les transferts de propriété, et là, elle le trouva. Le cottage où vivaient les Ashworth. Il avait été légué à Arthur Penrose, fidèle serviteur, par le précédent Lord Hartley à sa mort. Il ne faisait pas partie du domaine d'Ennis, c'était un bien personnel de Lord Hartley, dont il pouvait disposer à son gré. Le cottage aurait dû revenir de droit à Arthur Penrose et être transmis à ses héritiers à sa mort. Mais Arthur Penrose n'avait pas d'enfant légitime. Son seul héritier était son neveu, Thomas Ashworth. Or, Thomas Ashworth ne pouvait hériter de Penrose par sa mère, car Mary Ashworth ne l'avait jamais reconnu comme son fils. L'adoption avait été officielle, mais les registres avaient été modifiés. Juridiquement, Thomas Ashworth était le fils de James Ashworth, et non celui de Mary Penrose. À moins que Thomas puisse prouver le lien de sang et contester les documents d'adoption. Et s'il faisait cela, il hériterait du cottage. Une petite propriété, certes, mais située dans un quartier qui prendrait beaucoup de valeur une fois l'extension de la ligne ferroviaire annoncée. Assez pour se vendre plusieurs milliers de livres. De quoi commencer une nouvelle vie avec Miranda Carew. Thomas Ashworth avait donc fait pression sur son oncle âgé pour obtenir de l'argent, le menaçant de révéler le vieux scandale et de réclamer son héritage. Arthur Penrose, qui avait passé 40 ans à entretenir les jardins d'autrui, tout en vivant dans un cottage qui aurait dû être son havre de paix, risquait de tout perdre au profit d'un neveu cupide qu'il avait vu grandir sans jamais reconnaître leur lien de parenté. Et Arthur Penrose, qui connaissait toutes les plantes vénéneuses d'Angleterre et possédait les connaissances d'un jardinier en matière de produits phytosanitaires, avait décidé que Thomas Ashworth était un nuisible qu'il fallait éliminer. Mais comment avait-il procédé ? C'est ce que Miss Marple ne comprenait toujours pas. Le poison se trouvait dans le thé préparé dans la cuisine par Madame Brennan. Penrose était passé devant la porte de la cuisine à ce moment-là, mais il n'était pas entré. Madame Brennan l'avait confirmé. Alors, comment avait-il administré le poison ? Sauf si Miss Marple repensa au jardin, à la porte cachée dans le mur, au fil de laine bleu foncé accroché au cadre. Elle avait supposé qu'il provenait du manteau élégant de Miranda Carew. Mais les jardiniers portaient aussi de la laine foncée, des vêtements pratiques qui duraient des années. Et si Penrose était parti précipitamment par cette porte ? Mais cela n'expliquait toujours pas le mécanisme. Comment avait-il réussi à mettre le poison dans le thé ? Elle avait besoin de revoir le jardin, à la lumière du petit matin, avant que la maisonnée ne se réveille. Elle se glissa dehors par les portes-fenêtres et se dirigea vers la roseraie, sa robe de chambre s'humidifiant de rosée. Le jardin était plongé dans un silence absolu. Les roses, gorgées d'humidité, se balançaient le long de leurs tiges. Miss Marple se dirigea vers l'endroit où Thomas Ashworth avait trouvé la mort. Et là, elle examina les débris de la vaisselle à thé, encore marqués par la police, mais non encore enlevés. La coupe qui avait contenu le poison gisait en morceaux, mais la seconde, celle qui avait roulé contre l'urne de pierre, était intacte. Miss Marple la ramassa avec précaution et l'examina. Rien d'inhabituel. Juste une coupe du second service Wedgwood de Lady Evelyn. Elle se tourna vers le plateau d'argent, toujours posé à l'endroit où il était tombé. Le service était complet. Théière, pot à lait, sucrier, les 2 tasses et soucoupes, petite cuillère en argent. Elle examina chaque pièce attentivement, et là, le sucrier. Le sucrier avait un petit éclat sur le bord, contrairement aux autres pièces. Lorsque Miss Marple le souleva et regarda à l'intérieur, elle aperçut des cristaux qui ressemblaient à du sucre, mais avec une légère teinte jaunâtre. Elle le reposa avec précaution et n'y toucha pas. Penrose avait mis le poison dans le sucrier. Non pas dans le thé lui-même, mais dans le sucre qu'on y ajouterait pour le sucrer. Il savait que Miss Marple et Lady Evelyn prenaient toutes 2 du sucre dans leur thé. C'était un secret de polichinelle au village. Il avait remplacé le sucre du second service de Lady Evelyn par des cristaux mélangés à du poison, sachant que quiconque boirait du thé préparé avec ce service mourrait. Mais Thomas Ashworth, intendant consciencieux, avait goûté le thé avant de l'apporter à son employeur, non pas en buvant dans les tasses préparées, mais en se servant une tasse lui-même, tout en vérifiant que tout était prêt. Et il y avait ajouté du sucre provenant du bol empoisonné. Ou bien... Miss Marple fronça les sourcils, réfléchissant plus attentivement. Ou peut-être Ashworth n'y avait-il même pas goûté.
Peut-être avait-il simplement préparé le plateau, l'avait-il porté jusqu'au salon, puis avait-il croisé quelqu'un dans le jardin. Quelqu'un qui lui avait offert une tasse de thé, sans doute, avec cette amabilité si caractéristique des villageois. Bel après-midi, n'est-ce pas, monsieur Ashworth? Pourrais-je avoir une tasse, puisque vous la portez? Et Thomas Ashworth, ne voulant pas refuser à un vieux jardinier qui travaillait là depuis 40 ans, avait versé une tasse, y avait ajouté du sucre et la lui avait tendue. Sauf qu'Arthur Penrose ne l'aurait pas bu. Il aurait attendu qu'Ashworth se détourne, puis l'aurait renversé parmi les roses. Et ensuite? Puis, il avait suggéré à Thomas Ashworth de se servir une tasse. Porter des plateaux, ça donne soif. Vous avez l'air un peu fatigué, monsieur Ashworth. Prenez un instant, prenez un thé. Et Thomas, peut-être accablé par la pression de sa double vie, peut-être simplement échauffé par le soleil de l'après-midi, s'était versé une tasse de la théière et y avait ajouté du sucre du bol empoisonné. Il serait mort rapidement, violemment, trop vite pour crier, et certainement trop vite pour atteindre la maison et appeler à l'aide. Arthur Penrose, qui s'occupait des roses non loin de là comme tous les jours, n'aurait rien fait. Il aurait simplement regardé son neveu mourir, puis se serait éclipsé par la porte dérobée dans le mur, laissant derrière lui le fil de son manteau. La théorie était plausible. Mais Marple avait besoin de preuves. Elle avait besoin de... Miss Marple, que faites-vous ici à cette heure-ci? Elle se retourna et aperçut l'inspecteur Craddock qui traversait la pelouse à grandes enjambées, l'air soucieux. Derrière lui, la maison commençait à s'animer. Des lumières apparurent aux fenêtres et de la fumée s'échappa de la cheminée de la cuisine. « Inspecteur, dit calmement Miss Marple, je crains d'avoir commis une terrible erreur. Miranda Carew n'a pas tué Thomas Ashworth. C'est Arthur Penrose qui l'a fait. » La confrontation eut lieu dans le salon de Lady Evelyn. Tous les principaux protagonistes réunis comme des acteurs dans un mystère de salon. L'inspecteur Craddock, Miss Marple, Lady Evelyn, Madame Brennan, Daisy et Arthur Penrose lui-même, ramené du jardin où il était en train d'enlever les dernières roses d'automne. Penrose, casquette à la main, le visage buriné, semblait perplexe. « Je ne comprends pas, dit-il. Pourquoi m'a-t-on rappelé? Des rosiers ont besoin d'être soignés. » « Les roses peuvent attendre, monsieur Penrose, dit doucement Miss Marple. Nous devons parler de votre neveu, Thomas Ashworth. » Le changement chez Penrose fut instantané. Son visage, jusque-là simplement perplexe, se figea. L'indifférence calculée d'un homme qui a gardé des secrets pendant très longtemps. « Mon neveu » demanda-t-il prudemment. « Je n'ai pas de neveu, mademoiselle Marple. Je n'ai jamais été marié, et ma sœur est morte en couche il y a plus de 40 ans. » Oui, Mary Penrose est morte en donnant naissance à un fils adopté par James Ashworth et élevé comme son propre enfant. Mais ce garçon était bien votre neveu, n'est-ce pas, monsieur Penrose? Et vous le saviez. Vous le saviez depuis le début. Vous avez vu Thomas grandir. Vous l'avez vu devenir intendant ici, à Harkey Manor. Peut-être même en étiez-vous fier, à votre manière discrète. Le fils de votre sœur qui réussissait sa vie. Penrose serra plus fort sa casquette, mais il ne dit rien. Et puis, quelque chose a changé, poursuivit Miss Marple. Il y a environ 6 mois, Thomas Ashworth a découvert la vérité sur ses origines. Il a épluché les archives de la propriété, après tout, la gestion des archives faisait partie de son travail. Il a trouvé les actes de naissance, les papiers d'adoption. Il a compris que vous étiez son oncle, et plus important encore, il a compris qu'il pouvait avoir des droits sur votre cottage. Le chalet, murmura Penrose. Et dans ces 2 mots se cachait un monde de douleur. Le cottage que Lord Huntly vous a légué en reconnaissance de 40 années de loyaux services. Ce cottage qui symbolisait votre sécurité, votre indépendance, le seul bien que vous ayez jamais possédé. Thomas Ashworth le convoitait, ou plutôt, il convoitait l'argent qu'il rapporterait une fois que l'expansion du chemin de fer aurait fait grimper les prix de l'immobilier. Il avait besoin d'argent pour sa nouvelle vie avec Miranda Carew. Et c'est ainsi qu'il s'est adressé à vous, n'est-ce pas? Il vous a dit qu'il pouvait contester l'adoption, prouver son lien de parenté et revendiquer le cottage comme votre héritier. À moins que je ne le paye pour qu'il se taise, conclut Penrose, la voix brisée. Il voulait 500 livres au début, toutes mes économies de 40 ans. Je les lui ai données. Je pensais que ce serait fini, mais non. 3 mois plus tard, il était de retour, à la recherche de plus, 300 livres de plus. J'ai dû emprunter sur ma caisse de retraite, à la caisse d'assurance obsèques. Et puis le mois dernier, encore 400. Il a dit que c'était la dernière fois, qu'il avait presque assez pour ses besoins. Mais je savais que ça n'allait pas s'arrêter. Une fois qu'un homme a commencé à vous saigner à blanc, il ne s'arrête pas tant que vous n'êtes pas complètement vidé. Vous avez donc décidé de l'arrêter autrement?
dit l'inspecteur Craddock d'une voix dure. Avec du poison. Les épaules de Penrose s'affaissèrent. Je ne l'avais pas prévu, dit-il doucement. Pas au début. Mais je n'arrêtais pas d'y penser, à quel point ce serait facile. J'utilise du cyanure pour lutter contre les nuisibles, pour détruire les nids de guêpes, pour protéger les arbres fruitiers des insectes fouisseurs. J'ai accès à la cuisine par la porte du jardin. Personne ne s'étonnerait de me voir là. J'apporte des légumes à Cook depuis 40 ans. Et je connaissais les habitudes de la maison. Je savais quand Lady Evelyn prenait le thé et comment elle le préparait. Vous avez mis le poison dans le sucrier, dit Miss Marple. Le sucrier qui faisait partie du second service utilisé pour le thé de l'après-midi avec les invités. Vous saviez que Miss Marple et Lady Evelyn prendraient toutes deux du sucre. Vous aviez l'intention de les tuer. Non. Le mot jaillit de la bouche de Penrose avec une violence choquante. Jamais! Je ne ferai jamais de mal à madame. Elle a toujours été d'une grande bonté envers moi. Et vous, Miss Marple, vous êtes une bonne dame. Je n'aurai rien à vous reprocher. Alors comment? C'était pour Thomas, dit Penrose, et des larmes se mirent à couler sur ses joues burinées. Uniquement pour Thomas. Je savais qu'il goûtait toujours le thé avant de le servir à madame. Il était très pointilleux sur ce genre de choses. Il voulait que tout soit parfait. Je pensais que si je mettais le poison dans le sucre, il se préparerait une tasse pendant qu'il préparerait le plateau, et que l'affaire serait close. Je ne pensais à personne d'autre. Je ne voyais que... Il s'interrompit, cherchant ses mots. Que le besoin d'y mettre fin, d'être libre de lui. Mais vous étiez dans le jardin au moment des faits, a déclaré l'inspecteur Craddock. Nous avons des témoins qui vous y ont placé. J'y étais, admit Penrose. Je vous l'ai dit, je travaillais sur les roses près du mur sud. J'ai vu Thomas sortir avec le plateau. Il se dirigeait vers le salon, marchant avec précaution pour ne rien renverser. Puis il s'est arrêté, juste là, près de Madame Alfred Carrière, et il a posé le plateau sur le banc de pierre. Pourquoi s'est-il arrêté? Je crois qu'il ne se sentait pas bien. Le poison faisait déjà effet, peut-être. Il avait pris le thé dans la cuisine pendant que Madame Brennan préparait le plateau. Je l'ai vu par la fenêtre. Il a dû utiliser le sucre empoisonné à ce moment-là. Il est resté là un instant, titubant, puis il s'est versé une tasse de la théière sur le plateau, pensant peut-être que cela le calmerait. Mais bien sûr, il a repris le sucre, et ce fut la dose finale. Il l'a bu d'un trait, et puis, la voix de Penrose se brisa. Puis il est tombé. Il s'est effondré parmi les roses, comme si on l'avait brisé. Et vous n'avez rien fait, dit doucement Miss Marple. Vous avez regardé votre neveu mourir, et vous n'avez rien fait. Que pouvais-je faire? Le visage de Penrose était empreint d'angoisse. Si j'avais appelé les secours, ils auraient voulu savoir ce qui s'était passé, comment il avait été empoisonné. Ils auraient examiné le sucrier, ils auraient su. Et c'était trop tard de toute façon. Le cyanure cue vite. Il est mort en quelques secondes. J'ai vu son visage s'assombrir, je l'ai vu se griffer la gorge. Et puis il est parti, et moi, il prit une inspiration tremblante. J'ai paniqué. Je suis sorti par la porte du jardin, pensant rentrer chez moi, faire comme si je n'étais jamais venu. Mais ensuite je me suis dit, ils trouveront le poison dans le sucre. Ils analyseront tout. Et quand ils le feront, je serai de toute façon pris. Alors je suis revenu. Je me suis dit que si j'étais là, à travailler dans mon jardin comme d'habitude, je passerais pour innocent. Je me suis dit que je pourrais feindre la surprise quand on découvrirait le corps. Mais Miss Marple l'a trouvé avant que vous ayez pu terminer votre représentation, a déclaré l'inspecteur Craddock. Oui. Penrose regarda Miss Marple avec une sorte de respect. Vous êtes perspicace, mademoiselle. J'aurais dû me douter que vous verriez clair dans votre jeu. J'ai failli ne pas le faire, admit Miss Marple. J'étais tellement persuadé que Miranda Carew était la coupable. Elle avait un mobile, les moyens, l'occasion. Du moins, c'est ce que je croyais. La lettre, la liaison, l'argent, tout l'accusait. Mais j'ai manqué ce qui était juste sous mon nez. La rose écrasée. Elle était déjà fanée sur les bords quand Thomas est tombé dessus, ce qui signifiait que quelqu'un avait marché dessus auparavant, quelqu'un qui connaissait bien le jardin, qui s'y déplaçait sans réfléchir. Et puis il y avait le sucrier ébréché. Cette ébréchure indiquait qu'il faisait partie d'un service ancien, utilisé depuis des années. Quelqu'un qui connaissait bien la maison savait quel service était utilisé pour quelles occasions. Et enfin, il y avait le simple fait qu'un homme aussi prudent que Thomas Ashworth ne laisserait jamais sa porte de derrière ouverte, ne serait jamais négligent en matière de sécurité. Mais il pourrait très bien inviter un oncle âgé au jardin pour bavarder. Penrose hocha lentement la tête. Je lui ai demandé de venir dans le jardin. Je lui ai dit que je devais lui parler en privé au sujet du cottage. Il est venu, pensant peut-être que j'avais trouvé plus d'argent pour lui. Nous sommes restés là, près des roses,
les roses que j'ai cultivées pendant 40 ans, plus longtemps que Thomas n'a vécu, et je lui ai dit. Je lui ai dit que je n'avais plus d'argent à lui donner, qu'il m'avait dépouillé de tout, que j'étais un vieil homme et que je méritais un peu de tranquillité pour mes dernières années. Qu'a-t-il dit? Il a ri. La voix de Penrose était désormais neutre, dénuée d'émotion. Il a dit que j'aurais dû y penser avant de laisser ma sœur déshonorer la famille avec son bâtard. Il a dit que le cottage aurait dû appartenir à sa mère, qu'il aurait dû lui revenir légitimement, et qu'il ne faisait que prendre ce qui lui revenait de droit. Il a dit que je vivais au-dessus de ma condition depuis 40 ans, et qu'il était temps de payer ou de partir. Il regarda ses mains noueuses de jardinier qui avaient soigné les roses, semé des graines, et finalement mélangé du poison. C'est là que j'ai su que je devais le faire, quand j'ai su qu'il n'y avait pas d'autre solution. L'inspecteur Craddock s'apprêtait à l'arrêter, mais Penrose leva la main. « Un instant, monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » Il se tourna vers Lady Evelyn, restée silencieuse tout au long de ses aveux, le visage blême de stupeur. « Madame, je suis désolé pour le trouble que j'ai causé à votre maison, désolé pour le scandale. Vous avez été une bonne maîtresse, juste et bienveillante. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal, ni à vous, ni aux vôtres. Mais Thomas, il n'était pas à vous, pas vraiment. Il était à moi, mon sang, et il était devenu mauvais. Pourri jusqu'à la moelle, comme une tige de rose qui paraît saine, mais qui est rongée par la maladie. Parfois, il faut tailler les parties malades pour sauver le reste de la plante. Monsieur Penrose, commença Lady Evelyn, mais il secoua la tête. Inutile de parler, madame. Je sais ce que j'ai fait. J'en paierai le prix. Mais je tiens à ce que vous sachiez. Je ne regrette pas sa mort. Je regrette le meurtre, mais pas la mort elle-même, si vous comprenez ce que je veux dire. Le monde est meilleur sans lui, et j'accepte sereinement ce qui va arriver. L'inspecteur Craddock emmena Arthur Penrose menotter, ce vieil homme qui avait assassiné son propre neveu, plutôt que de perdre la sécurité d'une chaumière et d'une pension. Un silence pesant régnait dans le salon après leur départ. « Que c'est affreux !» murmura finalement Lady Evelyn. « Tout cela, c'est absolument affreux. Pauvre Margaret Ashworth, perdre son mari assassiné et découvrir ensuite qu'il était maître chanteur et adultère. Pauvre Arthur Penrose, poussé au meurtre par l'avidité et le désespoir. Et pauvre Thomas, qui aurait pu être un homme bon si les circonstances avaient été différentes. Je n'en suis pas certaine, dit Miss Marple d'une voix douce. Je pense que Thomas Ashworth avait mûri ses choix depuis un certain temps. Sa liaison avec Miranda Carew, la vente d'informations confidentielles sur la propriété, le chantage exercé sur son oncle âgé. Il ne s'agissait pas d'actes de désespoir, mais d'actes d'égoïsme calculé. Il a vu des opportunités et il les a saisies, sans se soucier des conséquences. C'est un choix, Lady Evelyn. Nous sommes tous confrontés à de tels choix. La plupart d'entre nous choisissent différemment. Et Miranda Carew, elle était innocente après tout? Innocente de meurtre, certes. Innocente de décence et de compassion? Non. Elle a exploité Thomas Ashworth autant qu'il l'a exploité. Ils étaient faits l'un pour l'autre, chacun à sa manière. Deux personnes qui considéraient la vie comme une ressource à exploiter pour leur propre profit. L'argent sur le compte de Thomas provenait en partie d'elle, en échange d'informations privilégiées sur le domaine. C'était un fait. Mais le projet de chemin de fer, le développement immobilier, tout cela n'était pas fictif. C'était bien réel. Et Thomas a trahi votre confiance en fournissant ces informations. Ainsi, même si Miranda Carew ne l'a pas tué, elle a contribué aux circonstances qui ont mené à sa mort. S'il n'avait pas été si désespéré de trouver de l'argent pour financer leur nouvelle vie commune, il n'aurait peut-être pas poussé son oncle au meurtre. Lady Evelyn hocha lentement la tête. Qu'adviendra-t-il d'Arthur Penrose? Il sera jugé pour meurtre. Les preuves sont accablantes. Il a avoué, et le sucrier empoisonné confirmera son mode opératoire. Compte tenu de son âge et des circonstances, il pourrait bénéficier d'une certaine clémence. Mais je soupçonne... La voix de Miss Marple était triste. Je soupçonne qu'Arthur Penrose se soucie peu de son sort. Il a tout perdu. Sa chaumière, sa dignité, sa tranquillité. L'exécution ou l'emprisonnement ne seront que la fin formelle d'une vie qui s'est achevée au moment où il a décidé de tuer. Le procès eut lieu à Londres 3 mois plus tard. Arthur Penrose, défendu par un avocat engagé grâce à la générosité de Lady Evelyn, plaida coupable de meurtre. L'accusation détailla le crime. Le cyanure obtenu à partir de produits de jardinage, le sucre empoisonné introduit dans le bol, et la connaissance préméditée que Thomas Ashworth goûterait le thé avant de le servir.
La défense plaida la provocation et la responsabilité atténuée, présentant Thomas Ashworth comme un maître chanteur qui avait poussé un homme âgé à un acte désespéré. Le jury a délibéré pendant moins d'1 heure. Arthur Penrose a été reconnu coupable de meurtre, mais la clémence a été recommandée en raison de son âge et des circonstances atténuantes. Il a été condamné à la prison à vie plutôt qu'à la peine capitale. Margaret Ashworth assista au procès et pleura du début à la fin. Non pas pour son mari, soupçonnait Miss Marple, mais pour le gâchis de tout cela. 2 vies brisées, une 3e ruinée, et pourquoi? Pour 1200 livres et une chaumière qui serait revenue de toute façon à Thomas à la mort de son oncle, s'il avait simplement fait preuve de patience. Miranda Carew était absente. Elle était retournée sur le continent, son père ayant décidé que l'Angleterre lui rappelait trop de souvenirs douloureux. Le projet immobilier se poursuivit à l'insu de Thomas Ashworth. Les plans du chemin de fer finirent par être rendus publics, comme c'est souvent le cas, et les terrains autour de Hartley Manor prirent effectivement de la valeur. Lady Evelyn vendit plusieurs parcelles à des prix avantageux, suffisamment pour assurer l'avenir financier du domaine. Mais elle ne se sentit jamais vraiment à l'aise avec cet argent, sachant qu'il provenait des mêmes circonstances qui avaient poussé Thomas Ashworth à la trahison et Arthur Penrose au meurtre. C'était fin décembre lorsque Miss Marple revint à Hartley Manor. Les jardins étaient dénudés, les rosiers taillés sévèrement pour l'hiver, leurs tiges dressées comme de sombres épines sur le ciel gris. Lady Evelyn l'avait invité à prendre le thé, un vrai thé, servi dans le salon avec la plus belle vaisselle, et non ce service de second choix qui serait à jamais associé au poison et à la mort. Ils étaient assis près du feu, parlant des affaires du village, des projets pour Noël, et de toutes ces petites choses ordinaires qui composent la vie, quand la mort violente n'est plus qu'un souvenir. Mais finalement, inévitablement, la conversation a dévié sur le meurtre. « Je ne comprends toujours pas, dit Lady Evelyn, comment vous avez su qu'il s'agissait d'Arthur Penrose. Tout le monde était si convaincu que c'était Miranda Carew. » Miss Marple posa sa tasse de thé, la plus belle spode, remarqua-t-elle, ornée de roses peintes sur le bord. « C'était à cause des roses, dit-elle simplement. Arthur Penrose me l'a dit, sans s'en rendre compte, lors de notre première conversation. Il m'a expliqué qu'il s'occupait des rosiers près du mur sud, car les Dorothy Perkins étaient atteintes de mildiou. Il avait été très précis sur les rosiers qui nécessitaient des soins particuliers. Et cela m'a fait réfléchir à la façon dont un jardinier perçoit son jardin. Non pas comme un décor, mais comme un ensemble vivant qui exige une vigilance et des soins constants. Un jardinier remarque les dégâts avant même qu'ils ne soient visibles pour les autres. « La rose écrasée, dit Lady Evelyn, comprenant. Oui, le rosier dont les bords brunissaient déjà avant que Thomas ne tombe dessus. Un jardinier aurait remarqué ces dégâts et aurait eu l'intention de le tailler. Mais dans le chaos qui a suivi le meurtre, cette petite tâche a été oubliée. Et cet oubli m'a fait comprendre que celui qui a tué Thomas Ashworth connaissait le jardin intimement. Non pas comme un visiteur qui se promène en admirant la beauté des lieux, mais comme quelqu'un qui l'entretient quotidiennement, qui connaît l'état et l'emplacement de chaque plante. Et à partir de là, vous avez déduit toute l'intrigue ? Pas immédiatement. J'étais encore persuadé de la culpabilité de Miranda Carew. La lettre, la liaison, l'argent étaient des preuves trop convaincantes. Mais j'ai ensuite pensé à l'héritage, à ceux qui profiteraient de la mort de Thomas Ashworth, au-delà de la satisfaction personnelle de mettre fin à une liaison ou de faire taire un maître chanteur. Et j'ai compris que la position de Thomas comme intendant, bien qu'enviable, n'était pas transmissible par héritage. Sa femme ne toucherait ni pension ni sécurité financière. Mais un cottage légué à Arthur Penrose par le précédent Lord Hartley, pouvait être transmis à ses proches parents. Et une fois que j'ai compris que Thomas Ashworth faisait chanter son oncle au sujet de cet héritage, tout s'est éclairé. Lady Evelyn resta longtemps silencieuse, puis elle dit « Croyez-vous qu'Arthur Penrose le regrette ?»« Je pense, dit Miss Marple avec précaution, qu'Arthur Penrose regrette d'avoir dû agir ainsi. Ce n'est pas un homme mauvais, pas fondamentalement cruel, mais il a été poussé à bout par quelqu'un qui a perçu sa vulnérabilité et l'a exploité sans pitié. À ses yeux, il n'a pas assassiné son neveu, il a simplement taillé les parties malades du jardin. C'est ainsi que raisonnent les jardiniers, vous savez. Parfois, il faut couper des parties vivantes pour sauver la plante entière. C'est une façon glaçante de concevoir la vie humaine. Oui, acquiesça Miss Marple, mais c'est compréhensible d'une certaine manière. Nous avons tous nos limites, Lady Evelyn. Nous avons tous des frontières au-delà desquelles nous devenons capables de choses inimaginables. La différence entre Arthur Penrose et la plupart d'entre nous ne tient pas à la capacité, mais aux circonstances.
Il a été poussé à bout. La plupart d'entre nous, heureusement, ne le sommes pas. Ils se turent, observant le feu se consumer. Dehors, le crépuscule de décembre s'installait, transformant le jardin nu en silhouette. La roseraie, où Thomas Ashworth avait péri parmi les épines, était invisible dans l'obscurité grandissante. J'ai décidé de rebaptiser cette variété, dit soudain Lady Evelyn, la Madame Alfred Carrière sous laquelle Thomas est tombé. Je vais lui donner un autre nom. Je ne peux plus la regarder et me souvenir de ce nom. Comment l'appellerez-vous ? J'ai pensé à la fleur amère, parce qu'elle était belle et qu'elle avait été témoin d'une telle laideur. Et parce que... Elle marqua une pause, cherchant ses mots. Parce que sous chaque rose se cache le fumier qui la nourrit. Beauté et corruption, croissance et décomposition, tout est intimement lié. C'est ce que nous apprennent les jardins, n'est-ce pas ? Que la vie et la mort font partie d'un même cycle, et que l'une ne va pas sans l'autre. Miss Marple se pencha et tapota la main de Lady Evelyn. « C'est très sage, dit-elle doucement, et très triste. Mais oui, c'est ce que nous apprennent les jardins, et les romans policiers aussi, je suppose. Que sous la surface agréable de la vie villageoise, les goûters, les expositions florales et les offices du dimanche, se cache toujours la possibilité de la violence, du désespoir, des gens ordinaires, poussés à commettre des péchés extraordinaires. Nous préférons ne pas y penser. Nous taillons les branches malades et espérons que les roses refleuriront au printemps. Et généralement, c'est le cas. La vie continue. Mais le jardin n'est plus jamais tout à fait le même. Elles restèrent assises ensemble jusqu'à ce que le feu ne se réduise plus qu'en braise et que l'obscurité soit totale. Puis Lady Evelyn commanda du thé, du vrai thé, servi dans la plus belle porcelaine. Et elles parlèrent d'autre chose jusqu'à ce que le train du soir ramène Miss Marple à Saint-Méry-Mead. Mais, tandis qu'elle rentrait chez elle à travers l'obscurité hivernale, Miss Marple se surprit à penser de nouveau aux roses, à la façon dont les plus magnifiques fleurs exigent la taille la plus sévère, à la façon dont les parfums les plus doux naissent parfois de la culture la plus impitoyable, à la façon dont Arthur Penrose avait cultivé son jardin pendant 40 ans, observant grandir le fils de sa sœur, de l'enfance à l'âge adulte, sans jamais évoquer leur lien de parenté, sans jamais revendiquer de lien de parenté, se contentant d'observer à distance, par honte et par convention sociale. Et elle pensa à la rose écrasée, brunie sur les bords, qui avait reposé sous le corps de Thomas Ashworth. À présent, elle aurait disparu, emportée avec les autres végétaux morts, reléguée au compost pour se décomposer et enrichir la terre. Au printemps, ces nutriments nourriraient les nouvelles pousses. Le jardin fleurirait de nouveau. Le cycle se poursuivrait. Mais la chaumière d'Arthur Penrose, le petit havre de paix qu'il avait sacrifié pour préserver, était désormais vide. Personne n'en hériterait. Le tribunal l'avait saisie comme produit du crime. Elle serait finalement vendue, l'argent reviendrait à l'État, et les 40 années de service d'Arthur Penrose ne laisseraient aucune trace dans le monde, si ce n'est un procès pour meurtre et une tombe qu'il ne visiterait probablement jamais. Il y avait là, songea Miss Marple, une certaine justice terrible. Thomas Ashworth était mort en tentant de s'emparer de ce qui ne lui revenait pas de droit. Arthur Penrose avait tué pour conserver ce qu'il estimait lui être dû. Et au final, aucun des deux n'avait obtenu ce qu'il désirait. Le cottage restait vide, l'argent était dépensé. Et les roses, au printemps, fleuriraient pour quelqu'un d'autre. Elle regarda la campagne sombre défiler par la fenêtre du train et pensa à un vers du recueil de poésie qu'ils avaient trouvé dans le bureau de Thomas Ashworth. « Comment t'aimer ? Laisse-moi compter les façons. » Elizabeth Barrett Browning écrivant sur l'immensité de l'amour, sa capacité à remplir chaque recoin de l'existence. Mais l'amour, pensa Miss Marple, n'est pas la seule chose qui remplit l'existence si complètement. L'avidité aussi, la peur aussi, le désespoir aussi. Et parfois, comme Arthur Penrose l'avait appris à ses dépens, il en va de même pour cette terrible lucidité qui survient lorsqu'on réalise qu'on est prêt à tuer pour protéger le petit lopin de terre qu'on a mis toute une vie à cultiver. Le train poursuivit sa route dans la nuit d'hiver, ramenant Miss Marple chez elle, dans sa petite maison, son petit jardin, sa vie soigneusement entretenue. Et elle était reconnaissante, une fois de plus, que ces roses soient purement décoratives, ne nécessitant que de l'eau, de la lumière et un peu d'engrais de temps à autre pour prospérer. Aucune taille nécessaire, pas de choix difficile. Des fleurs et des épines, la beauté et la douleur, poussant ensemble dans le jardin comme elle l'avait toujours fait,
comme elle le ferait toujours, longtemps après que les meurtres aient été résolus, les meurtriers punis, les corps enterrés et les histoires racontées. Les roses resteraient. Tout le reste n'était que le cycle des saisons, le jardin traversant la vie et la mort, puis la vie à nouveau, indifférent à la justice humaine, indifférent à la souffrance humaine, fleurissant et se fanant, puis fleurissant à nouveau, selon ses propres rythmes anciens et inexorables. Et cela, pensa Miss Marple tandis que Sainte Mary Mead apparaissait au loin, ses lumières scintillant dans l'obscurité, était peut-être la plus terrible des vérités, que le monde continuait, beau et cruel, longtemps après notre disparition, que les jardins persistaient, que les roses fleurissaient, que la vie malgré tout continuait. Elle rassembla son tricot et sa petite valise et se prépara à débarquer, cette vieille dame qui avait vu trop de morts dans sa vie paisible de village, qui comprenait trop bien l'obscurité qui vivait aux côtés de la beauté dans le cœur humain. Derrière elle, la campagne se fondait dans la nuit. Devant elle, sa chaumière se dressait, son petit jardin endormi sous le gel hivernal, ses rosiers taillés à l'extrême, attendant le retour du printemps. Le train ralentit. La gare apparut. Et Miss Marple, ajustant son chapeau et ses gants, reprit le cours de sa vie ordinaire, emportant avec elle cette connaissance extraordinaire. Le meurtre, comme le jardinage, consistait simplement à savoir quelle plante couper et quand manier le couteau. Les roses avaient appris cette leçon à Arthur Penrose. Et il l'avait trop bien appris.